Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur le plateau d'Anews Workwell, votre média sur les nouveaux modes et lieux de travail. Je suis ravi de vous retrouver pour cette matinée Agora Live Facilities, consacrée au sujet du moment, comment réenchanter le bureau. Une matinée au cours de laquelle donc, nous aborderons tous les aspects évidemment du sujet à travers une table ronde tout d'abord et des keynotes qui vous permettront de découvrir plein de bonnes idées et d'innovations pour rendre vos bureaux encore plus attractifs. Et je vous propose d'entamer tout de suite notre table ronde, une demi-heure d'échange, vous en avez l'habitude, avec mes invités, au terme de laquelle vous pourrez leur poser vos questions en direct. Alors au cours de cette table ronde, on va se concentrer sur l'expérience employée en entreprise, en s'intéressant aux attentes des collaborateurs et aux réponses que vous imaginez les uns et les autres ici présents sur le plateau. Pour en parler, je suis très heureux d'accueillir Catherine Giesel, directeur Workplace Transformation and Innovation, l'ai-je bien dit? Parfait. Au sein du groupe Ipsen, laboratoire pharmaceutique français. Bonjour et merci de ta présence, Catherine. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Également à mes côtés sur ce plateau, Ghislain Grimm, alors associé fondateur du cabinet Work in Progress. Ghislain, vous vous présentez, alors je ne dis pas vous pour toi, on va se tutoyer, mais pour le cabinet Work in Progress, comme des designers de l'expérience employée, et c'est vrai que c'est ton credo quand même depuis de nombreuses années. Oui, on va en reparler, donc merci de m'accueillir. Bienvenue à toi, merci de ta présence et de nous faire profiter de ta vision et de ton expérience du sujet. Merci également à Cyril Duguet. Bonjour Cyril. Bonjour. Associé fondateur du cabinet de conseil Convergence. Convergence qui développe des démarches 360 degrés, c'est ce que j'ai vu sur le site, pour le mieux vivre de l'occupant, c'est ça? Tout à fait. Très bien. Tu imagines des offres de services sur mesure. Merci aussi beaucoup de ta présence et de nous faire partager du coup ta vision et tes retours d'expérience qui sont nombreux sur ce sujet de l'expérience employée. Et enfin, j'accueille en duplex depuis, tenez-vous bien, Belle-Île-en-Mer, Agnès de Roglaudre. Bonjour Agnès. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Bienvenue. Agnès, donc, tu es directrice immobilier d'exploitation et environnement de travail du groupe Massif, mutuelle d'assurance. Merci beaucoup de ta présence. Outre ta casquette donc, immobilier, environnement de travail, tu as de nombreuses fonctions et activités et notamment, tu as co-rédigé un ouvrage sorti cette année aux éditions Duno qui s'intitule, ça tombe bien, l'expérience employée. On va le voir d'ailleurs à l'écran. Et donc, tiens, je vais démarrer avec peut-être avec toi, Agnès. Pourquoi avoir ressenti ce besoin d'écrire d'ailleurs sur ce sujet et pourquoi maintenant? Eh bien, il y a trois raisons à cela, Lionel. Les raisons pour lesquelles nous avons coécrit ce livre avec Maxime Renard. La première raison était que nous voulions revenir sur ce qui s'était joué pendant la crise, notamment pour les collaborateurs dans leur rapport avec leur manager. Et on sait combien ça a été difficile pour les managers de surmonter cette phase. Et donc, nous voulions revenir sur ce que cela avait provoqué et renforcé, accéléré dans la relation entre les collaborateurs et les managers notamment, dans le travail des managers. Ça, c'était la première raison. La deuxième raison, c'est qu'on fait tous le constat qu'il y a une évolution des attentes et des exigences des collaborateurs et que s'intéresser à l'expérience collaborateur au sein de l'entreprise devient un incontournable et un facteur extrêmement différenciant pour les entreprises. Et la troisième raison, c'était une raison un peu de partage, c'est-à-dire que nous avons travaillé sur des démarches dans de nombreuses entreprises, des démarches d'amélioration de l'expérience collaborateur. Et ça résume un petit peu l'intention du livre, c'était de partager ces démarches, la façon dont on s'y est pris. Et c'était vraiment cette intention-là de dire on veut partager notre expérience et faire bénéficier d'autres entreprises de ce que nous avons pu conduire. Ainsi, nous revenons sur les idées reçues, sur l'expérience collaborateur, sur les écueils à éviter, les facteurs clés de succès, j'en reparlerai tout à l'heure. Absolument, on va revenir dessus. Merci beaucoup Agnès, et effectivement co-rédigé par Maxime Renard.
On pourra aussi en reparler si tu veux. Ghislain, je le disais en introduction, toi tu t'intéresses évidemment à l'expérience employée depuis de nombreuses années. On va essayer de définir ce qu'est l'expérience employée. C'est quoi exactement l'expérience employée? Ouais, on va regarder la définition, on pourra peut-être aussi se dire un peu où on en est en France. Oui, on va voir à l'écran la définition. Ouais. Donc en termes de définition, on pourrait dire que c'est l'ensemble, ça désigne l'ensemble des interactions, des expériences que vit un salarié dans l'entreprise, on est dans un sujet d'entreprise, tant dans son parcours dans l'organisation, je dirais du début à la fin de sa relation à l'entreprise, mais aussi dans son quotidien. Donc si on revient sur 3 éléments fondateurs, on voit bien qu'on met le salarié au cœur, c'est ce que vient de dire Agnès, on est dans une sorte de renversement des rapports de force entre guillemets entre salariés et employeurs. Donc on n'est plus dans l'idée du contrat de travail, lien de subordination, je donne ma ressource à l'entreprise et je me mets au service d'eux. On est dans cette inversion, donc on part d'abord d'une démarche dans laquelle l'employé est au cœur de la démarche. La deuxième chose, c'est qu'on parle d'expérience. On a toujours du mal à la définir, c'est un peu comme la beauté, on sait qu'on la rencontre, mais on a du mal à la définir. Alors les anglo-saxons parlent souvent de quelque chose qu'on donne à voir, à sentir, et puis la simplicité d'usage, look, feel et usability. Donc on pourrait dire que c'est finalement dans mon quotidien en tant que salarié, tout ce qui me permet de remplir mes tâches sans irritant et finalement avec un certain plaisir au travail. Troisième élément aussi, c'est sur l'idée de se dire qu'il y a bien ces 2 échelles. Travailler sur l'expérience employée, c'est d'être capable dès le premier contact, au recrutement, jusqu'au départ, parce qu'on imagine aussi qu'un salarié qui part pourrait revenir, ou un salarié qui part est aussi un prescripteur. Mais ça, c'est la grande échelle de plusieurs années. Et d'ailleurs, on voit qu'on n'est plus dans cette époque où on rentre en entreprise et on fait tout un tas de carrières. Donc cette période, elle peut se raccourcir, mais elle reste quand même assez longue. Et puis, il y a le deuxième échelle qui est le quotidien. Voilà, chaque jour. Voilà, donc chaque jour. Donc il faut pour l'entreprise travailler à ces 2 échelles. Très bien. Merci Ghislain. Cyril, en phase avec Ghislain, toi tu parles aussi beaucoup d'émotions. Quand on a préparé, tu me parlais aussi beaucoup d'émotions. Clairement, alors le côté user-centric, user-experience, c'est quelque chose qui draine, donc toujours mettre l'employé au centre, donc je suis plutôt en phase. Quand je dis oui, l'immeuble de demain est un immeuble qui doit créer des lieux de destination, des lieux d'émotion. Pourquoi? Parce qu'on n'est plus sur un immeuble de bureau en tant que tel, c'est un immeuble dans lequel les gens vont venir 2 à 3 jours, donc ils veulent vivre un lien plus collaboratif et clairement pour revenir sur ce côté user experience, c'est que derrière le but c'est qu'ils retrouvent des repères parce que l'impact télétravail a chamboulé beaucoup de choses entre le domicile et l'immeuble et donc ça veut dire qu'il va falloir qu'ils retrouvent des repères et donc il va falloir dessiner des parcours on va dire utilisateurs et les rendre plus concrets parce que c'est ce qu'attendent les employés. Les employés attendent vraiment du concret de leur employeur. On va voir à l'écran aussi un petit peu ce que c'est les fonctionnalités, les différentes voilà. C'est les différentes fonctionnalités qu'on retrouve dans un immeuble. J'ai des moments d'échange. Le home, c'est le côté accueil. Je me sens bien accueilli dès le premier jour. Un nouveau collaborateur, quand il arrive, il faut qu'il se sente bien dès le premier jour. Et ça passe par la partie accueil qui se transforme sur de l'hospitality et autres. Voilà, les lieux de rencontre, les lieux de travail, les lieux de déjeuner qui deviennent des moments importants. On va en reparler. Je vois Catherine qui sourit parce que Catherine, c'est évidemment un moment important. C'est un critère important dans l'expérience employée. Alors, c'est pas nouveau quand même ce thème de l'expérience employée, mais Cyril vient de le dire, ça prend une nouvelle dimension avec ce développement du télétravail, du travail hybride. C'est pas nouveau, c'est vrai, mais en fait, c'est la nouvelle donne d'entrée finalement. Alors, je m'explique. Je suis consciente que ce qu'on va dire, c'est pour beaucoup de salariés, mais pas tous. Évidemment, il y a les métiers en première ligne et les petites entreprises qui ne vivent pas forcément exactement ces problématiques dont on va parler. Mais en fait, en quelque sorte, le nouveau lieu de travail, c'est l'expérience client. Parce que post-pandémie, donc on travaille maintenant en mode hybride. Donc rappelez-vous, le mode hybride, mode d'organisation du travail, où on travaille à des endroits différents, que ce soit chez soi, dans des tiers-lieux, et évidemment dans les sites d'entreprise. Et finalement, plus que le lieu qui aujourd'hui est pluriel, ce qui compte, ça va être l'expérience que l'on va vivre dans sa relation de travail. J'allais dire, ça devient au-dessus finalement presque du lieu dans lequel on se trouve. Et du coup, voilà, on cherche tous à proposer à nos collaborateurs, idéalement, une expérience de travail sans couture et presque la plus personnalisée possible. Pourquoi? Parce qu'en fait, post-pandémie, le salarié devient une denrée rare, précieuse et de plus en plus exigeante. Le basique des services, c'est le basique. Donc si ça marche pas, là c'est un énorme irritant. Mais si ça marche bien, c'est pas là-dessus que vous serez, j'allais dire, choisi.
En revanche, ça va être sur l'additionnel, le lieu de travail expérientiel quelque part, que voilà, le choix peut se porter. Vous avez tous beaucoup parlé d'irritants quand on a préparé. C'est quoi par exemple un irritant? Parce que finalement, on se rend compte que c'est ça. Quand on entend les collaborateurs dire « moi, je ne suis pas venu aujourd'hui parce que j'avais que des Teams et de toute façon, j'étais mieux installé chez moi qu'en entreprise où j'aurais peut-être eu du mal à trouver le bon espace pour m'isoler ou la bonne connectique, etc. » Ce qui est incroyable. Et voilà. Donc c'est pour ça que je disais, il faut que le socle de base soit là. Parce qu'en fait, alors on en a déjà parlé, mais j'y crois vraiment, on est vraiment sur du swipe office. Donc c'est le bureau où je veux, comme je veux, quand je veux, et puis avec qui je veux. Donc si j'ai pas envie de venir, si le lieu de travail qu'on me propose, il n'a pas des attraits qui font que pour certains aspects, il est unique, je vais poser la question de est-ce que j'ai envie de revenir ou pas. Agnès, est-ce que ça correspond à ce que vous vous êtes dit avec Maxime quand vous avez écrit le bouquin, l'expérience employée? Oui, tout à fait. Moi, je me retrouve tout à fait dans les propos de Ghislain, Cyril et Catherine sur la dimension des étapes du collaborateur. Je compléterai juste par rapport à Ghislain sur, on a utilisé ce mot, alors on peut peut-être le chahuter, mais de collaborateur, c'était pour avoir une acception un peu plus large que le salarié, en disant qu'il y a tout un écosystème finalement de personnes qui sont en interaction avec l'entreprise et qui contribuent à la production de l'entreprise, à la valeur ajoutée de l'entreprise. Et c'est pour ça qu'on avait choisi ce mot-là de collaborateur, c'est dans une acception un peu plus large que salarié, où salarié, les RH mettent derrière le lien de subordination, justement. En tout cas, la notion de contrat de travail, tel qu'on le connaît. Donc, je me retrouve tout à fait, effectivement, dans cette description des étapes, dans la définition et la volonté d'être user-centric ou en tout cas centré autour du collaborateur, et je reviendrai là-dessus en termes de démarche. Et puis, Catherine l'a dit, aujourd'hui et encore plus demain, on va être dans un continuum entre la maison, le bureau, et donc ça oblige à traiter ce continuum et ça oblige aussi à peut-être distinguer, différencier quels sont les services et les attentes d'un collaborateur à la maison et quels vont être les services et les attentes d'un collaborateur quand il va venir sur son lieu de travail. On reviendra dessus tout à l'heure. Oui. Merci Agnès. Cyril, justement, alors qu'est-ce qui impacte cette expérience employée aujourd'hui? Vous avez déjà commencé à en parler. Qu'est-ce qui impacte le plus d'après vous? Alors, ce qui impacte le plus, c'est moi je dis toujours, c'est la relation de lien social et d'intelligence ou d'expérience collective. Parce que le collaborateur, quand il est chez lui, il va plutôt traiter entre guillemets de la démarche individuelle, même s'il fait des visios et autres. Mais quand il va se retrouver sur son lieu de travail, c'est un moment d'échange, de partage et autres, même si dans la journée, il y aura différents types d'échanges qui vont se retrouver. Donc d'où le fait de traiter le lieu, l'espace, mais aussi la fonctionnalité du service en cohérence avec ses attentes. Alors sachant que, on l'a dit, la première action, c'est d'abord un lien managérial avant de commencer à traiter le service, parce que le service est un complément au travail fait sur le change management et l'approche du manager. Et moi je dis souvent, il faut moins mais mieux sur la partie service d'un point de vue physique, mais il va falloir répondre sur du service aussi chez le collaborateur. C'est quand même, il a des attentes sur son poste de travail, sur d'autres fonctionnalités. C'est le fameux continuum dont parle Agnès. Oui, tout à fait. Voilà. C'est pour ça que je parle moi, souvent d'ultra-segmentation, l'ultra-personnalisation. Il va falloir être encore plus en réponse personnalisée au collaborateur en fonction de son besoin, de sa journée ou de sa semaine, parce qu'il aura différentes interactions un peu différentes. Ça rapproche un peu de l'hôtellerie, ça, non? C'est pas un... Hein? Si, c'est clairement, c'est une démarche où on est plus centré. Un hôtelier, qu'est-ce qu'il fait? Il fait attention au résident qui va venir dans son établissement. Et puis il profile un peu en fonction des profils. Il tout à fait, regarde un peu ses clients et en fonction des profils, il adapte. C'est pour ça que je parle de parcours utilisateur, c'est-à-dire qu'il va falloir travailler et faire travailler les collaborateurs pour essayer de définir ses parcours, ses besoins et amener une réponse qui va correspondre au maximum, parce qu'on sait bien que sur chaque salarié c'est compliqué, mais d'avoir une réponse quand même plus personnalisée, plus segmentante. Ghislain, on en est où justement de l'expérience collaborateur? Est-ce qu'en France, c'est répandu? Parce qu'on a l'impression que c'est un concept très américain qui suit l'expérience client, la symétrie des attentions, etc.
Est-ce qu'en France, les entreprises s'y sont mises déjà? Première question. Et puis, deuxième question, c'est justement, est-ce que aujourd'hui, qu'est-ce qui impacte le plus cette expérience employée? Alors, comme tu as dit, quand on a confondé Work in Progress, on a choisi le terme d'expérience employée puisque ça faisait partie des signaux faibles en France, alors que dans le monde anglo-saxon, c'était déjà assez présent. Pour la raison que tu as dit, c'est qu'on a fait le parallèle assez vite entre l'impact qu'a eu le e-commerce sur le retail il y a une dizaine d'années et la nécessité d'appliquer la même chose dans cette vision de l'entreprise avec ses collaborateurs. On en est aujourd'hui à une accélération très forte de l'adoption, si on en parle. Oui, on va voir une slide. Il y a quelque chose qui fait référence. Il y a eu un baromètre de l'expérience collaborateur. On en est au 4e. Donc, Parlons RH s'est aussi emparé du sujet et a mis en place ce baromètre. C'est intéressant puisqu'on voit donc l'indicateur évoluer. On voit que c'est un doublement en moins de 4 ans, donc on pourrait dire que c'est assez massif. On interroge les ressources humaines sur le sujet. Donc, ça pourrait être d'ailleurs un premier biais, parce qu'on pourrait se dire, est-ce que finalement l'expérience collaborateur est un seul sujet RH, mais bon, considérons qu'au moins là, le principe du baromètre, c'est qu'il est constant. Et on voit qu'en projection, on est déjà 70% des entreprises qui souhaitent l'adopter, donc on va dire que ça reste un sujet. Et puis une très forte augmentation depuis 2019, un doublement du nombre d'entreprises qui pratiquent cette expérience collaborateur. C'est puissant là, en simplement 3 ans. C'est acquis. Alors après, quand on regarde de près les chiffres, en particulier de cette année, on se rend compte que quand on pose la question, est-ce que c'est un axe stratégique pour l'entreprise, on voit par contre le chiffre diminuer. Ça veut bien dire qu'on est aussi en partie sur une sorte de marketing de la politique RH. Et là, c'est certainement insuffisant, parce qu'une expérience collaborateur qu'on va travailler en profondeur, on sait que c'est un travail de longue haleine, puisqu'on a parlé de culture, on a parlé d'évolution de la relation au management, on a parlé de l'ensemble des conditions physiques, servicielles ou technologiques qu'on met à disposition d'un employé ou d'un collaborateur, dans une acception large, comme le dit Agnès. Donc on voit bien que c'est certainement des politiques de très long terme et qu'on ne peut pas en aussi peu de temps dire que les entreprises sont maintenant, j'irais, au top sur le sujet. Mais alors pourquoi cette croissance si forte? Pourquoi les entreprises s'en emparent aussi fortement aujourd'hui? Alors le pourquoi, on l'a déjà dit, c'est que en toute période de crise, qui est à la fois de la mutation dans la façon de travailler, mais aussi plus de concurrence, concurrence surtout sur certains profils, concurrence aussi... En termes d'attractivité, c'est ça pour les candidats? Ou de rétention. Ou de fidélisation. Il y a l'idée aussi de se dire, on voit par exemple dans le domaine du conseil que je suis bien, un turnover important sur le sujet, donc cette idée aussi de se dire on doit retenir, mais aussi si on se place sur le plus long terme, c'est comment est-ce qu'on va accompagner les mutations qui sont fortes. La crise l'a révélé, mais on n'a pas terminé. On parle d'un changement complet des compétences pour plus d'un poste sur 2, puis la création de plus de 40% de jobs qui n'existent pas. Donc l'expérience collaborateur, c'est cette capacité aussi à l'entreprise de s'auto-régénérer à travers ce qui est plus qu'une politique RH, je reviens là-dessus. Donc le chiffre, on voit une forte accélération, mais parce que c'est d'abord du déclaratif des directions des ressources humaines. Et aujourd'hui, on ne peut pas être à la DRH sans dire qu'on a mis en place, donc attention au marketing des RH. Et la réalité. Et de mesurer vraiment l'avancée en profondeur. Le juge de paix, c'est qui finalement? Le juge de paix, c'est le collaborateur. Donc interrogeons les collaborateurs sur eux, leur vision de l'évolution de leur expérience au sein de l'entreprise. Leur sentiment par rapport à cette évolution. Alors Catherine, justement, quelles sont les questions que toi tu te poses aujourd'hui dans ce contexte d'évolution des modes d'organisation du travail? On en a parlé. Est-ce que tu, justement, t'interroges sur la façon de créer cette expérience nouvelle? Est-ce que vous avez tracé quelques pistes déjà? Oui, absolument. Alors, évidemment, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. En fait, le constat que nous, entreprises, faisons, c'est que la grande rupture, elle est dans le rapport à l'employeur, qui est complètement en fait révolutionné. Avant, on disait la phrase toute simple, on a tous entendu nos parents le dire, on va au boulot, on va au travail. Aujourd'hui, ça ne marche plus comme ça. Les collaborateurs, aujourd'hui, ont découvert qu'on pouvait travailler autrement, pour ceux qui ne l'avaient pas déjà testé. Et du coup, il y a des attentes fortes, on l'a dit, d'aspiration à beaucoup de flexibilité dans beaucoup de domaines. Donc vraiment, l'enjeu pour les entreprises, c'est évidemment de faire revenir les collaborateurs. Et selon les géographies, ce n'est pas si simple que ça. Et puis de réussir, là, évidemment, on l'a dit dans d'autres conférences, le passage en hybride. Mais du coup, la qualité de vie, en fait, ça devient la priorité des collaborateurs. Et là est le levier, finalement. C'est la qualité de vie qui va dicter l'expérience au travail de demain et celle que nous, entreprises, on doit être capable de proposer. Alors, bien sûr, l'immeuble va être user-centric, on va s'interroger sur l'offre de services, à la fois sur les sites et à la fois hors des sites. Oui, tu disais que tu t'interrogeais aussi beaucoup sur au sein des jours de la semaine.
peut-être proposer des services différents aussi pour amener les collaborateurs à venir tel ou tel jour. Voilà, le chemin est sans doute entre déjà des services différenciés, selon si on est sur entreprise ou chez soi ou dans un tiers-lieu, afin justement de rendre à nouveau le plus unique possible chaque lieu et notamment le lieu entreprise pour revenir. Et puis après, comme on s'inspire évidemment beaucoup des codes de l'hôtellerie, Officetality ou pas, il y a encore beaucoup de choses à aller chercher chez eux, une espèce de transposition de loyalty programme. Il faut qu'on trouve des solutions pour qu'il y ait des collaborateurs qui soient heureux de venir aussi le vendredi. Donc, est-ce qu'il n'y a pas des bénéfices supplémentaires? Il faut qu'on regarde ça. Alors, soyons honnêtes, les entreprises, on est tous en mode agile, test, learning, on écoute, on regarde, on tâtonne, on regarde ce qui se fait, et puis chacun essaye de développer son propre modèle. Alors vous avez toujours évidemment un financier qui va vous dire de faire attention au ROI, et en même temps, on sait bien que le nerf de la guerre pour toute entreprise qui réussit, c'est les collaborateurs. Donc voilà. Il faut aller les interroger, c'est ce qu'a dit Ghislain. Parce que le ROI, Agnès, comment on le calcule ce ROI? Ça pourra être aussi une question à laquelle tu pourrais répondre. Avant ça, je voudrais que tu nous présentes, parce que vous avez voulu faire un peu un tri dans cette période très incertaine, en tout cas poser un petit peu des fondamentaux, en vous disant finalement qu'est-ce qui est sûr. Voilà, il y a un certain nombre de choses dont on est certain, et vous avez donc établi 6 convictions sur lesquelles vous vous appuyez pour réfléchir finalement un peu à cette expérience collaborateur de demain, ce bureau de demain. Et je voudrais que tu nous en parles rapidement, on va les voir à l'écran. Oui, alors Lionel, le mot conviction est peut-être un peu impropre parce que soyons humbles dans cette période incertaine, c'est quand même assez compliqué d'avoir des convictions, mais en fait ce qu'on avait voulu faire, c'est essayer de trouver quelque chose d'un peu clair dans une période assez trouble, où il y avait pas mal de vents de panique aussi en disant mais qu'est-ce qu'on va faire de nos bureaux, nos mètres carrés, qu'est-ce qui va se passer? Il y a eu des annonces, souvenez-vous, d'entreprises qui ont dit 0 bureau, 100% télétravail, et donc on a voulu effectivement essayer de clarifier tout ça grâce à des études aussi qui ont été faites. Donc, on s'est appuyé sur des études et on a essayé de s'approprier ça autour de 6 convictions. La première conviction, c'était de dire, et justement pour rassurer sur le 100% télétravail, il n'y a plus de bureau, etc., c'était de dire, alors le terme est un peu fort, mais le bureau physique n'est pas mort. Il y aura encore besoin de bureaux physiques. La seule chose, c'est que la vocation du bureau évolue, c'est-à-dire la raison pour laquelle quelqu'un va venir travailler au bureau va être différente d'hier, et il va y avoir une optimisation entre est-ce que mon déplacement va valoir le coup, mon temps de déplacement va valoir le coup par rapport à rester chez moi, et donc toute la dimension... Le sens finalement du déplacement, voilà, d'aller au bureau. Pourquoi, en 2 mots, pourquoi je vais venir au bureau? Donc il y a cette réflexion qui va y avoir autour des collaborateurs, et qui finalement vont vouloir venir au bureau pour avoir de l'interaction, du lien social, pouvoir travailler en mode collaboratif avec leurs collègues. On entendait souvent ce qui manquait quand on était en confinement, en full télétravail, c'était beaucoup le lien social autour du café, les échanges informels, voilà, avec complètement. Et on sait que c'est bien là que se jouent aussi toutes les nouvelles idées, c'est aussi dans ces échanges informels. Et donc, il va falloir effectivement que les entreprises déploient, et c'est ce que nous, on essaye de faire, déploient de plus en plus une multiplicité d'espaces qui répondent finalement à ces enjeux de convivialité, de rencontres informelles, et à ces enjeux de collaboratif, c'est-à-dire de travailler ensemble avec les collègues. Et aussi, ce qu'on s'était dit, c'est que les préoccupations sanitaires vont perdurer. Donc ça veut dire quoi pour une entreprise? Ça veut dire que dans le rapport avec les entreprises de ménage, les entreprises vont devoir avoir peut-être une exigence sur la durée plus importante, parce qu'on l'a eu, cette exigence, pendant les périodes de pandémie très forte, mais ça va s'inscrire dans la durée. Et puis la dernière conviction, c'était de dire on ne peut plus faire l'impasse sur les enjeux environnementaux et sociaux liés à nos activités. Et on sait très bien que l'immobilier et l'environnement de travail engagent, peuvent engager des questions d'empreinte environnementale importantes. Et donc, les entreprises ne peuvent plus faire l'économie là-dessus. Ça semble une évidence.
Et ça renvoie aussi à ce que vous disiez sur les attentes des collaborateurs, d'avoir des entreprises responsables qui s'engagent. Absolument, absolument. Merci Agnès Ghislain. Qu'est-ce qui doit guider la réflexion aujourd'hui, selon toi, pour penser justement l'expérience employée? Alors, si on la pense, et si l'idée ceci d'être un peu en projection, la première chose, c'est de comprendre l'environnement dans lequel on est. Donc, c'est beaucoup investir sur la compréhension de ce qu'on pourrait appeler le futur du travail. On a pas mal de nos clients qui mettent en place avec nous ce qu'on appelle une veille permanente sur le sujet. On a 3000 sources en France et à l'international pour comprendre ça. Donc, déjà, c'est comprendre le monde qui évolue. La deuxième chose, c'est, on l'a dit, c'est pour être cohérent, c'est d'interroger le salarié et c'est faire ces fameuses études de parcours, d'attente, en se disant qu'il n'y a pas de taille unique dans la réponse. Et ça, c'est l'enjeu. On ne va pas pouvoir faire... Les attentes peuvent être très différentes. Très différentes. Alors, on a souvent tendance à réduire ça, par exemple, aux effets générationnels. Mais on voit que les points de divergence viennent à la fois du parcours de l'entreprise, de ses compétences, de son métier, de ses appréciations personnelles. Donc, c'est une extrême complexité. Donc, c'est comment est-ce qu'on peut avoir un certain nombre quand même de parcours, je dirais, personnalisés, tout en industrialisant un petit peu quand même la démarche, parce qu'on ne peut pas aller jusqu'à un pour un. Donc, c'est encore une fois créer un peu des profils, non? On est souvent sur cette idée de profil, de persona. Donc, de nouveau, on emprunte à des techniques du marketing ou de l'expérience client, mais il faut, voilà, et effectivement, le persona, c'est pas le titre de la personne sur sa carte de visite, ça n'a plus rien à voir, c'est comment je vois mon rapport au travail et puis mes aspirations. Donc ça, c'est le deuxième point. Puis le troisième, c'est de se dire, même si on a trouvé un certain nombre de solutions et de parcours et d'expériences collaborateurs, il va falloir les réinterroger en permanence. Donc c'est comment on met en système la captation permanente de ce désir et à la fois de cette réalité, et j'améliore en continu. Voilà. Donc comprendre l'environnement, définir des parcours personnalisés et être dans une amélioration continue. Et suivre. Cyril, toi, je sais que tu es très attaché évidemment à la relation humaine, à la relation de service. Comment justement penser ces aspects alors à la fois digitaux et humains, puisqu'on sent qu'il y a de plus en plus d'interactions dans cette expérience qu'il faut réinventer dans ce contexte très incertain de développement du travail hybride. Comment on fait ces choix? Alors, déjà, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y avait eu une grosse vague qui disait les startups, etc., les outils, le digital va révolutionner l'expérience utilisateur. Je dirais oui et non, parce que oui, ça facilite la connexion à l'utilisateur, mais ce n'est pas une réponse en tant que telle. Si on ne garde pas à un moment donné une relation humaine et si on ne développe pas des services aussi sur lesquels les gens vont pouvoir se connecter, même physiquement, c'est pour ça que je parle d'une démarche omnicanale, qui est de dire il y a le physique et le virtuel, et les deux doivent se connecter ensemble. Donc, et le collaborateur, ce qu'il attend, c'est une expérience qui soit les deux. Et quand on parle d'hybridation, ce qu'on veut, c'est le digital qui va faciliter la flexibilité, le fonctionnement à l'usage, le côté très hybride, sauf qu'à un moment donné, quand je vais être dans mon immeuble, je veux un vrai barista qui fasse une vraie prestation de café, qui crée du lien à un moment donné. C'est ce que disait Agnès là-dessus. C'est des petites choses. Et on a vu plein de prestations, on va dire, exploser. Notamment, on parle des... Je sais que tu vas voir Fresh Cancan plus tard dans le keynote. Et en vrai, qui avait commencé par des frigos connectés, et donc qui a continué cette prestation-là. Mais on a vu un effet de courte. La nouveauté a fait que les gens l'ont accepté. Puis à un moment donné, ça a chuté l'adhésion à cette prestation-là. Pourquoi? Parce qu'il fallait mettre de l'humain. Il faut parler à quelqu'un, il n'y a pas qu'une machine derrière. Et donc, on voit bien que c'est l'équilibre qu'il faut trouver pour créer ce sens et l'adhésion du collaborateur. Alors, on va voir que toi, ce que tu préconises, c'est des lieux qui mélangent. Mais vous en avez tous parlé, à la fois du travail, mais de plus en plus aussi, finalement, du retail, de l'hôtellerie, des services, évidemment. C'est un mélange de tout qui fait que l'immeuble ne ressemble plus à un immeuble de bureau. Quand je viens, je veux me sentir bien, je veux que mon entreprise ait fait quelque chose. Le sens aussi lié au RSE, au bien-être, c'est même si j'ai entre guillemets un aménagement ou une prestation, en quoi elle est engagée, pour que moi je me sente engagé vis-à-vis de l'entreprise. Donc ces codes-là, il faut aller s'inspirer énormément de cette partie-là, tout en n'oubliant pas le digital qui va être le point de connexion sur de l'information, sur des capteurs aussi, sur les chronométries. Quand on parle de santé, c'est comment la qualité de l'air. Enfin, il y a plein de sujets que le digital amène, mais qu'il faut aussi manager d'un point de vue humain pour que les deux se connectent à travers plein de codes. Alors, tu as essayé de cartographier cette en fonction des immeubles, on cartographie des fonctionnalités sur les concepts, l'approche servicielle, en fonction de l'entreprise. Et j'aime bien parce que tu as essayé de mettre d'un côté tout ce qui est de l'ordre du meeting, dans la rencontre, le travail, la maison, et là aussi, toute la partie food, on va y revenir. On voit bien que tout s'interpénètre dans les différentes fonctionnalités. La mobilité. Qui explose en ce moment, parce que beaucoup de collaborateurs sont passés à la mobilité douce
pendant la partie Covid, etc. Et aujourd'hui, l'utilise même par temps de pluie. Donc ce qu'il faut, c'est amener des lieux qui permettent à la fois de réchauffer une tenue quand on a pris un petit coup de mou, enfin un petit coup d'eau. Enfin, on voit bien que l'espace devient qualitatif et plus juste des racks à vélo. Donc, Ce qu'on voit aussi beaucoup, c'est les lobbies qui changent complètement. On va voir ici un exemple. Mais ça, c'est un exemple. Dans beaucoup je ne sais pas si Catherine, vous y réfléchissez, Agnès aussi. C'est un immeuble de bureau. C'est un immeuble de bureau et c'est vrai qu'on n'a plus du tout l'impression d'entrer dans un immeuble de bureau. Les lobbies sont vraiment retravaillés pour être une expérience. L'hybridation de la restauration, le côté boutique aussi, on le voit beaucoup de plus en plus. Des work cafés, alors tout ce qui est vraiment autour du food and beverage, comme disent les anglo-saxons, revient et revisité et redevient, parce que ça a toujours été, mais redevient quand même un service de base attractif pour l'attractivité, pour la fidélisation. C'est le minimum prérequis qu'on disait. Et les attentes ont augmenté là-dessus, Catherine, y compris sur ces services-là de restauration. C'est prérequis, mais rappelons-nous quand même que voilà, c'est aussi l'apanage encore forcément d'entreprises qui ont les moyens. Donc je ne voudrais pas que ceux qui nous écoutent et qui sont dans des petites structures se sentent très frustrés. Ouais. Oui, il y a des attentes dans la lignée de ces concepts-là. Alors même si on reste très humble, en effet, moi j'ai une conviction assez forte en termes d'aménagement d'espace de travail du futur. Un concept que j'appelle, après, c'est pas forcément le nom qui est important, team hoteling, mais on peut en parler parce que finalement, ça s'inscrit complètement dans ce trend. Alors j'ai deux exemples de ce que j'appelle le team hoteling. Ça peut être un espace dédié pour une équipe. Donc le fameux quartier dans l'entreprise pour l'équipe A, et ben en fait c'est un espace aménagé de la façon la plus flexible possible. L'intégralité du mobilier est sur roulette, tout comme les éventuelles cloisons qui peuvent s'y trouver. Il n'y a plus de câbles, il n'y a plus de structure électrique fixe. On utilise des batteries amovibles. Il y a des tas de startups qui se mettent sur ce marché-là, type Ozol ou d'autres. Et vraiment, voilà, il y a de la mobilité à l'intérieur des espaces de travail. Donc en fait, en fonction de ses besoins du jour, l'équipe organise son espace. Elle veut travailler de façon collaborative, on va mettre toutes les tables en mode projet, on veut faire une plénière, des pitchs, et ben on s'installe encore différemment, etc. Et alors, on peut aller encore plus loin en se disant que finalement, dans l'entreprise, il n'y a plus d'espace pour les équipes, mais ça, c'est vraiment très révolutionnaire. Et il peut encore y avoir des espaces pour les équipes, mais on rajoute des espaces additionnels à la demande pour les équipes. Donc, en plus de leurs espaces, si elles en ont encore, il peut y avoir des espaces ad hoc. Là, on est vraiment dans du team hoteling que l'on réserve pour une journée, 2 jours, 3 jours, en fonction de ses besoins. Et là, on y rajoute en plus, évidemment, une dimension servicielle plus, puisqu'il va y avoir probablement de l'animation pour que ce soit un lieu de vie. Et puis, une offre de F&B la plus appropriée possible. Donc, on va très loin dans le mode d'organisation, mais mon petit doigt me dit que ceux qui toucheront à ça rapidement seront ceux qui probablement iront dans la bonne direction. Ah oui. Ça rejoint peut-être un peu ce modèle de hutte, de huddle. Je ne sais plus qui avait, on va voir un exemple, avait développé ça en tout premier. Alors là, on est chez Google à Mountain View, dans l'idée du Team Pod, parce qu'en effet, là, on a vu beaucoup de choses sur l'hospitality et les aspects, en fait, je dirais, aussi de bien recevoir au bureau, mais il ne faut pas se tromper. Quand on interroge, tu disais qu'est-ce qui impacte le plus, quand tu interroges le salarié et son équipe, ils attendent d'abord un outil de travail extrêmement performant. On parlait de sans couture. Donc les gens... C'est le côté sans couture, c'est-à-dire sans irritant. Sans irritant, facile à accéder, à réserver, à faire fonctionner. Et surtout, je retrouve mon équipe. Première frustration post-déconfinement, ça a été je vais au bureau, je ne trouve pas mon équipe, donc je ne suis pas performant ensemble. Oui, donc, si je viens et qu'il n'y a pas les bonnes personnes que je veux rencontrer ou avec qui je veux travailler, ça c'est la grosse frustration. Quelle que soit la qualité, on l'a vu, de l'accueil, de la restauration, etc., qui est important aussi, mais le fondamental, c'est du confort, si je viens au bureau, et 2, les moyens de travailler. Et moyens de travailler de plus en plus, ce qu'évoque Catherine, c'est l'idée peut-être de pré-réserver ou de réserver pour un moment, et c'est plus l'idée de dire on fait clean desk le soir, et ça challenge pas mal nos sujets de Flex Office en ce moment, c'est de se dire non, moi je préfère réserver un vrai espace de performance, de haute performance de collaboration. Et on le voit là, je pense que Google et les GAFA en général ne sont pas mauvais dans l'idée à la fois de l'expérience collaborateur, mais aussi de la performance globale de l'entreprise dans l'innovation et la création de valeur. Et ils sont dans ces tests-là où se dire, voilà, on va pouvoir investir en tant qu'équipe des lieux multiples dans lesquels j'aurai à la fois la capacité seule de me concentrer, mais surtout aussi d'être performant
jusqu'à, on voit d'ailleurs qu'il y a un chien sur la photo, c'est ça. d'être pet friendly. Ouais. Si un membre de l'équipe veut aussi venir. On n'est pas chez Amazon, mais il y a quand même le chien. Parce que chez Amazon, Jeff Bezos, il accepte tous les chiens. C'est ça. Ça s'appelle le TeamPod. Et le TeamPod. Le HUD, je sais que chez AXA, Et on va voir se développer, vous pensez, ce type d'espace, donc finalement multi-rôle. Voilà. Bon, avec une forte flexibilité, ce qu'expliquait Catherine, où chacun réadapte ce qu'il a besoin, puis surtout on met à disposition des ressources pendant un moment. Hein. D'accord. Donc c'est peut-être la génération 2 de ce qu'on pourrait appeler le bureau par les usages ou le flex office 2.0. Oui, c'est la génération 2. Je vois que vous opinez tous du chef. Agnès, finalement, quel facteur clé vous avez identifié dans l'ouvrage pour améliorer cette expérience employée? On va voir d'ailleurs à l'écran quelques oui, tout réponses. À fait, Lionel. On a essayé de poser ça autour de 6 facteurs clés de succès. Certains sont de bon sens, mais il nous a semblé important avec Maxime de les rappeler. Le premier, c'était un sponsorship de niveau direction générale sur une démarche comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sujet-là soit bien à l'agenda au plus haut niveau de l'entreprise, se retrouve aussi dans le plan stratégique, hein, donc dans une vraie volonté stratégique d'améliorer l'expérience collaborateur. On l'a dit tout à l'heure, au quotidien, mais aussi dans une inscription dans la durée, c'est-à-dire qu'on est soucieux en permanence et qu'on a effectivement cette boucle d'amélioration continue qui nous semblait donc très, très importante. Et on a parlé, j'aime bien ce mot-là, donc du coup je le mets sur la table, la question de la sincérité, c'est-à-dire qu'une entreprise se lance dans la démarche avec sincérité. Si c'est, comme le disait Ghislain, pour faire du marketing ou pour faire, je vais emprunter un peu, mais de l'expérience collaborateur washing, en fait ça n'a pas d'intérêt et ça serait de toute façon contre-productif. Donc il y a cette démarche, cette dimension de sincérité qui est importante. La deuxième, c'est effectivement, on a vu le baromètre RH tout à l'heure, la deuxième c'est de dire c'est une vision holistique. C'est-à-dire que ça ne concerne pas que la fonction RH. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez difficile en entreprise, qu'on avait réussi à faire, on a réussi à faire chez Massif, c'est de mettre toutes les fonctions concernées autour de la table pour co-construire ensemble l'expérience collaborateur, à savoir, on a parlé d'aménagement, on vient d'en parler, des équipements IT, la dimension servicielle, mais également la dimension effectivement de la culture managériale, la politique RH, puisqu'en fait, toutes ces fonctions-là vont traverser l'entreprise et traverser l'expérience collaborateur. Et si on refait le parallèle avec l'expérience client, pour avoir beaucoup travaillé aussi sur l'expérience client, souvent on dit le client ne doit pas souffrir de l'organisation de l'entreprise. L'organisation de l'entreprise ne doit pas être son souci, mais c'est exactement la même chose pour le collaborateur. Le collaborateur ne doit pas souffrir de cette segmentation qu'il existe dans l'entreprise sur les différentes fonctions. Donc cette vision holistique et ce travailler ensemble, multifonction, multidiscipline est très importante au sein de l'entreprise. Ça n'est pas la plus évidente, hein, parce que ça veut dire qu'on va se confronter un petit peu aux enjeux de territoire, parfois à des égos aussi, il faut le dire. Troisième facteur clé de succès, on en a pas mal parlé, c'est la question de démarche de type design thinking, c'est-à-dire on s'appuie, et vraiment ce qui va nous intéresser, c'est le vécu réel des collaborateurs et en essayant d'identifier, bien sûr, ce qui fonctionne bien, donc s'appuyer dessus et le renforcer, mais évidemment les moments un peu d'irritants, voilà, c'est-à-dire qu'est-ce qui va être le petit grain de sable qui va faire que finalement l'expérience va être négative. On en a parlé tout à l'heure, la prise en compte de l'ensemble des 11 étapes, et on sait très bien que dans chaque entreprise, peut-être parfois de manière générique, on a des moments de vérité, c'est-à-dire des étapes dans lesquelles il ne faut pas se louper parce que ça va emporter une expérience négative. On peut parler par exemple de l'intégration dans l'entreprise, donc on l'a un peu développé dans le livre, c'est de dire qu'effectivement c'est un moment de vérité, de se sentir attendu, de se sentir accueilli dès les premiers jours, voire en amont des quelques premiers jours avant l'arrivée. Et puis le moment, on sait très bien aussi, alors il se multiplie de plus en plus, et notamment dans les startups, on parle beaucoup de feedback multiple, mais dans les entreprises un peu classiques, on va dire le moment de l'entretien annuel, qui est un moment qui s'agit de bien soigner, de bien préparer, de bien soigner. On sait que ça peut être quelque chose de clé dans la relation entre le collaborateur et le manager. Ouais. Et enfin, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, ce que moi j'appelle les moments souvent oubliés, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas encore dans l'entreprise, qui va vivre une expérience de postulant ou de candidat,
Et c'est vraiment l'image de l'entreprise qui est renvoyée dans cette expérience candidat. J'avais travaillé là-dessus à la SNCF sur l'expérience candidat, comment améliorer toutes les interactions de l'entreprise Et oui, avec parce des que c'est quelqu'un postulants qui ou des ensuite peut candidats. parler de l'entreprise à l'extérieur, même Tout s'il à n'est pas fait, retenu. même s'il ne rend absolument, même s'il n'est pas retenu, il peut parler de l'entreprise et de l'expérience qu'il a vécue. Et puis n'oublions pas une toute petite chose aussi, c'est que aujourd'hui les candidats ont beaucoup d'endroits où se renseigner sur l'entreprise, donc c'est important aussi de soigner cette relation-là. Et puis un autre moment souvent oublié, je l'ai vu à la SNCF, à la Massif et les différentes entreprises, c'est le départ de l'entreprise. Même si c'est la volonté du collaborateur, ne pas jouer la susceptibilité là-dessus, mais se dire, c'est demain peut-être quelqu'un qui va être un client, qui va être un ambassadeur de l'entreprise et qui, pourquoi pas, va revenir dans l'entreprise avec des compétences augmentées. Donc, bien soigner également ce moment-là. Ouais, donc on voit une expérience employée finalement beaucoup plus large que ce qu'on imagine, en y incluant dès que les candidats, les collaborateurs qui partent, etc. Merci beaucoup Agnès. Alors on a déjà bien même mordu sur le moment de questions-réponses. Donc merci en tout cas à vous quatre. Il est temps de se retourner vers nos auditeurs. Vous savez que vous pouvez poser vos questions, vous pouvez réagir, donc n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a des réactions ou des questions? Oui, Lionel, nous avons une question qui revient pas mal. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques exemples d'actions mises en place par les directeurs d'environnement de travail et qui ne soient pas forcément très chères, mais qui ont eu un impact fort sur l'expérience employée? Et de manière à rebondir à ce que disait Catherine, toutes les sociétés n'étant pas des Google et des Coca, citez peut-être des exemples pour des sociétés un petit peu moins importantes, de taille moins importante. Oui, peut-être Agnès, vous en avez identifié quelques-unes dans l'ouvrage, des exemples comme ça un peu. Oui, tout à fait, mais pas forcément j'en ai un qui me vient en tête, c'est pas forcément sur l'environnement de travail, mais on sait que, et ça c'est petite, grande, moyenne, grande entreprise, toutes les entreprises sont confrontées à des évolutions, des transformations. On parle beaucoup de transformations, mais c'est d'être capable de suivre les évolutions, des attentes des clients, etc. Et donc, je me souviens quand nous avait remonté, les collaborateurs nous avaient remonté, quand on avait réalisé des interviews qualitatives, ils nous avaient remonté spontanément le fait qu'ils étaient complètement perdus dans ces transformations et que la façon dont ces transformations étaient expliquées, déployées et les outils qu'avaient les managers à leur disposition étaient beaucoup trop complexes et qu'ils ne s'y retrouvaient pas. Et donc, on s'est dit, mais pourquoi pas, du coup, faire de manière très visuelle et très simple, expliquer qui a une évolution d'un logiciel pour les gens qui travaillent dans les centres de relations clients. Donc, de faire quelque chose de très simple, très visuel. Donc, on avait fait un prototype. On parlait tout à l'heure de test and learn. Bon, j'aime pas trop ce terme-là, mais on voit bien ce que ça veut dire. C'est on fait des essais. Et donc, on avait constitué un prototype pour faire un grand panneau qui expliquait les 2-3 grandes transformations, mais de manière très visuelle et qui mettait à mal les jeux de 60 slides que les managers devaient dépiler et déployer devant leurs collaborateurs, qui étaient absolument incompréhensibles. J'ai cet exemple en tête concret. Oui, ce que je voulais dire, c'est que... Pardon, oui, vas-y, termine, Agnès. Non, je voulais juste dire que c'est pas sur l'environnement de travail, mais c'était pour répondre, c'est simple et c'est pas forcément coûteux. Voilà, c'était pour répondre à ça. On voit d'ailleurs qu'il y a un écart dans les enquêtes entre la façon dont les managers pensent qu'ils ont bien expliqué les transformations et la façon dont les collaborateurs ont reçu réellement l'information. Cyril, une petite idée simple, pas chère. Je dirais que moi, j'ai travaillé, souvent on disait qu'au-dessus de 10 000 m², un bâtiment, on mettait du service en dessous, c'était compliqué. Aujourd'hui, je traite des immeubles de 3 500 m² avec des locataires qui sont des PME, des grosses PME, et souvent l'enjeu du déménagement, c'est d'avoir un lieu qui soit plus convivial dans son aménagement, d'avoir des points de rencontre, donc je dirais faire des points de rencontre, que ce soit un barista ou une machine plus qualitative. Enfin, le but, c'est de dire, il faut qu'il y ait un bon café, un lieu, que je sois éco-responsable, c'est-à-dire que j'ai aussi une tasse personnalisée, il y en a qui ont leur prénom sur leur tasse, on voit des choses simples, mais qui fait que ça donne du sens aussi vis-à-vis des collaborateurs qui sont contents de venir et de partager un bon moment. Donc le but, c'est pas de dire il faut toujours investir lourdement, mais c'est les petites choses qui vont faire, les petites attentions qui vont faire la différence pour le collaborateur. Ghislain, qui coûte pas cher et qu'on met en œuvre en ce moment chez nos clients, c'est ce qu'on appelle le projet d'équipe. Finalement, c'est de redonner aux managers les clés.
On oublie les grands accords de télétravail, on oublie les grandes politiques justement très centralisatrices et on dit... Qui déploient uniformément pour tout le monde pareil. Exactement. On dit finalement au manager, tu as un petit budget à la fois d'animation et de définir ce qu'on pourrait appeler la charte d'équipe. C'est comment on a envie, à petite échelle, nos 10-15 personnes, de travailler ensemble. On se retrouve, on ne se retrouve pas, on s'y retrouve pour quoi faire, est-ce qu'on fait un planning commun? Voilà, c'est ce qu'on appelle le projet d'équipe, c'est finalement remplir on a fait une grille, il y a 4 cases. Qu'est-ce que je fais seul, qu'est-ce que je fais moi avec mon équipe, moi et mon écosystème, entre collègues, et on définit quelques rituels, ça ne coûte pas cher. Ah oui. Ça marche très bien, on le fait aussi. Moi, j'aurais répondu un peu comme Cyril, spontanément, c'est une offre de café qualitative avec une offre de thé et un espace où on a plaisir à se retrouver, parce que c'est pas si cher que ça, et en fait, c'est ce qui fait plaisir aux gens, finalement. Ce qui a manqué, une fois de plus, c'est la relation à l'autre, donc trouver le lieu sympa, et ça ne demande vraiment pas beaucoup d'argent, avec l'offre de café et de thé qui va bien. C'est sans doute un des quick wins. Un petit truc sympa que j'ai vu dans plein de petites boîtes, je le partage avec vous, c'est le tableau à l'entrée quand on a une petite structure, avec une magnette avec sa photo, son visage, et on la pose sur le tableau quand on est là, comme ça on sait, quand les autres arrivent, ils savent que vous êtes là, qu'on peut vous trouver. Et je trouve que c'est une super idée, c'est vraiment pas très cher, c'est sympa, c'est ludique. Ah oui, quand on n'a pas de logiciel alors évidemment, si vous déclaratif. êtes 3000 sur un site, le temps de trouver sa magnette, il va se passer la matinée. Donc voilà, je mesure ce que je dis, mais voilà. Ou alors à niveau même de l'étage, parce que parfois on ne sait pas où sont les gens. Et puis d'autres tips, c'est si vous avez trop d'espace, notamment le vendredi, eh ben, n'ouvrez qu'un espace, c'est celui pour tout le monde le vendredi, tout le monde se retrouve, et il va peut-être se passer quelque chose de plus. Allez, une dernière question. Les mêmes services aux télétravailleurs qu'aux collaborateurs sur site. Alors, vous l'avez abordé un peu tout à l'heure. Moi, je pense que la réponse doit être non, finalement, mais pas pour détériorer une expérience. Au contraire, peut-être pour rendre les deux différemment enrichissantes. Donc, j'aurais tendance à aller vers une forme de différenciation, notamment pour les sites entreprises, pour y créer une attractivité supplémentaire. D'accord avec ça. Alors moi, je dis oui et non. C'est-à-dire, oui, il faut amener une offre de service, mais ça ne sera pas la même entre le télétravail et le lieu immeuble. Et c'est pour ça que si on veut faire revenir dans l'immeuble, il faut amener une différenciation. Oui. Mais c'est sûr qu'avant, je vais exagérer le trait, mais on traitait l'offre de restauration, le fitness sur l'immeuble. Maintenant, on voit bien que le collaborateur il est en dehors de l'immeuble. Il faut lui amener des réponses, mais lesquelles, on ne pourra pas amener forcément les mêmes. Oui. Donc, on lui amène un service. C'est plus un service qu'on va lui amener qu'une prestation en tant que telle. C'est pour ça que souvent, le ticket restaurant devient la norme en dehors de l'immeuble pour gérer la restauration, parce que c'est plus simple à gérer. Mais sur l'immeuble, c'est quelle offre de restauration je vais avoir. Et donc, pareil, se pose la question, oui, j'amène du fitness peut-être en dehors, mais sur l'immeuble, est-ce que ce n'est pas des cours spécifiques? On voit bien, moi, je développe des rings de boxe, des choses un peu différentes pour que les gens, quand ils viennent, ils aient une offre différente de sport qu'ils pourraient trouver à l'extérieur. Donc, on voit bien que c'est une ultra-personnalisation. Ghislain? J'aurais tendance à dire qu'il vaut mieux investir sur les sites centraux de l'entreprise pour faire vivre la marque, les équipes. Cependant, ce qu'on peut apporter aux salariés, c'est peut-être la possibilité de travailler en dehors de son domicile, en télétravail. Donc, je pense qu'on peut creuser l'idée de dire les tiers-lieux, me donner capacité de travailler de façon efficace en dehors de mon domicile. Ça, c'est intéressant. Offrir la possibilité de travailler en tiers-lieu. Agnès, est-ce qu'il faut offrir les mêmes services aux télétravailleurs et aux salariés qui viennent sur site? Alors, ce sera une question qu'on va de toute façon en permanence explorer. Moi, je dirais sur le télétravail aujourd'hui, c'est quand même sur les basiques. C'est-à-dire que les gens attendent d'être confortablement installés. On a vu des gens qui souffraient quand même d'être assis pendant le full télétravail pendant la pandémie. Donc, être confortablement installés. Donc, ça peut aller jusqu'à acheter, alors en fonction évidemment des possibilités de l'entreprise, mais acheter un siège ergonomique. Alors, ce qu'on avait fait, c'est pas acheter un siège ergonomique parce qu'il y a quand même beaucoup de collaborateurs, mais au moins, à minima, de donner accès à un tarif négocié chez un fournisseur de sièges ergonomiques. Donc, il y a des basiques comme ça, c'est être bien installé, confortablement installé, avoir évidemment des outils de collaboration à distance. Ça, c'est important. Oui. Mais après, il faut pas oublier l'humain, c'est ce que disait Ghislain, la dimension de la relation humaine et du management est importante. Donc, aujourd'hui, je différencierais en disant le basique en télétravail. Effectivement, la restauration peut se régler par le ticket restaurant, et c'est ce qu'on a fait d'ailleurs. Et puis, effectivement, quelles sont les choses qui vont, comme vous disiez, réenchanter le bureau pour faire revenir et faire vivre une expérience différente sur les sites. Ok. Eh ben, je vous réinvite tous pour savoir, dans quelques temps, quel est le ROI de tout ça, le retour, c'est comment on le mesure, comment vous allez savoir que toutes ces actions et finalement tout ce que vous proposez a des conséquences.
ROE, retour sur expérience. Retour sur expérience, bravo, le ROE. Allez, je garde ça. Vous m'aviez interpellé là-dessus, Lionel, tout à l'heure, tu m'avais interpellé là-dessus. Oui. Et je voulais juste te dire qu'il y avait des études, alors qui viennent des États-Unis, mais qui montraient le lien direct entre la performance d'une entreprise et une expérience collaborateur positive. Donc, c'est déjà un début de réponse sur le ROE ou ROI. Voilà, donc on est en train de démontrer ça. Ouais, on ira creuser et pour creuser ce sujet, je vous engage fortement à lire l'excellent ouvrage donc, qui est paru chez Duno en début d'année là, sur l'expérience collaborateur, coécrit par Agnès de Roglaude et Maxime Renard. Voilà. Je vais aussi, vous le voyez à l'écran, citer, parce que Ghislain, tu me l'as recommandé. Les deux sont très bien. Oui, booster l'expérience collaborateur, également chez Erol, coécrit par Séverine Loureiro et Myriam Le Petit-Brière. Voilà. Merci à vous tous de nous avoir suivis. La suite du programme, c'est dans quelques minutes, 10h45, une keynote sur les nouvelles expériences de restauration d'entreprise avec Fresh Cancan. Cyril a déjà dévoilé le nouveau nom d'iLunch. À 11h15, on verra comment créer et animer la vie au travail avec Enexia. Et à 11h45, on s'intéressera aux espaces et au mobilier qui fonctionnent bien à l'heure du travail hybride. Rendez-vous le 16 mai pour une nouvelle table ronde à News Workwell sur l'efficacité énergétique des bâtiments pour ceux qui nous quittent. Et à tout de suite pour celles et ceux d'entre vous qui restent avec nous. Encore merci à mes 4 intervenants. C'était passionnant. Merci à tous. Bye bye, à bientôt.